Le 25 août 1944, le journal Libération publia en première page la photographie du premier soldat français arrivé à Paris, posant avec Georges Bidault devant une fenêtre à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ce soldat était le lieutenant Amado Granel. Et il apparaissait à la une du journal sous le titre « Ils sont arrivés ». Le 26 août, dans le grand défilé de la victoire, le républicain espagnol, le soldat vaincu de la guerre civile, avançait sur la grande avenue, arborant sur son véhicule près des insignes de la France libre, le drapeau républicain espagnol. Et il recevait les applaudissements enthousiastes de la population parisienne. Le paisible est réservé à Amado Granel, l'homme qui allait terminer le conflit avec 3 citations, une croix de guerre avec palmes et étoiles, et qui allait recevoir la Légion d'honneur appuyée par une superbe déclaration du général Leclerc lui-même. S'il est vrai que Napoléon a créé la Légion d'honneur pour récompenser les braves, nul ne la mérite mieux que vous. Cet homme devait confesser plus tard qu'il avait vécu ces moments avec une grande émotion. La même émotion qu'il éprouva quelques semaines plus tard quand, après les durs combats, en rendant hommage aux camarades morts au combat, devant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, la formule « Mort pour la France » fut remplacée par « Mort pour la liberté », comme l'avaient sollicité les Espagnols. Tout avait commencé au milieu de l'été, des cerveaux de guerriers déchiraient les matins. Séville et Guernica finissaient de saigner, l'Europe des Lumières suivait le lendemain. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit des catacombes, un peu de terre dans les mains, une espérance vagabonde. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, quand dormaient toutes les colombes. Je suis né à Benaguasil, un village à 20 km de Valence, le 30 août 1917. Mes parents étaient agriculteurs, possédaient des terres. Ils ont grandi à Valence. Ils cultivaient toutes sortes de fruits et de légumes, surtout des oignons et des oranges. On appelait alors la région de Valence le jardin de l'Espagne, parce qu'on y cultivait toutes sortes de fruits, de légumes. Mon père était républicain. Il appartenait à la Confédération nationale du travail, la CNT. Moi, j'étais aux jeunesses libertaires. Manuel Lozano. Mon vrai nom est Manuel Pinto Queiroz Ruiz. Je suis né le 14 avril de 1916 à Jerez de la Frontera. Ma mère, elle est morte quand j'avais à peine 5 ans. Elle est tombée malade. Et on n'a rien pu faire pour la soigner parce qu'on n'avait pas d'argent. D'elle, je me souviens seulement que peu avant de mourir, elle m'avait dit: Eh bien, cas de ton père, Manuel, écoute-le toujours. Mon père était anarchiste, un très brave homme, très sérieux et très anticlérical.
Il était garçon de café. Et à cette époque, il avait beaucoup des anarchistes en Andalousie. Manuel Fernandez, dit Belmonte. Je suis né en 1919 à Marientes, à côté de Ibias, un petit village coincé entre les montagnes touchant la Galicie. Un village peuplé de gens qui travaillaient, surtout dans l'agriculture, les mines et l'élevage. Mes parents et nous, 4 enfants, ont travaillé au champ. Ma mère est morte de maladie quand j'étais enfant. Mon père s'est occupé de nous. Il était le pilier de la maison. Rafael Gomez. Je suis né à Almeria. Ma famille était républicaine. Quand la guerre a éclaté, j'avais 16 ans et je me trouvais à Badalona. Mon père était carabinier et j'espérais le devenir aussi. Victor Lantes. Je suis né le 9 février 1919 à La Coruña. Mes parents, galiciens, avaient une auberge en face de la vieille gare de la ville. Il me reste quelques vieux souvenirs de cette première enfance, parce que je crois qu'on était une famille heureuse. Luis Royo. Je suis né dans le cœur historique de Barcelone en 1920. Mon père était cordonnier. Il fabriquait des chaussures sur mesure pour des noces, des communions ou des fêtes. Mes parents étaient aragonais. Ils avaient émigré séparément à Barcelone et s'étaient rencontrés là-bas. Faustino Solana. Je suis né à Santander, dans une famille nombreuse de 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Mon père est parti à Cuba et n'est jamais revenu. Il nous a abandonnés. On avait à peine de quoi vivre. J'ai dû me mettre à travailler très jeune. Depuis tout petit, j'avais décidé d'apprendre le métier de barbier. J'ai été élevé auprès de groupes anarchistes qui m'ont beaucoup aidé. Daniel Hernandez, El Volcan. Ma famille venait d'Almeria. Je suis né le 6 janvier 1924. Mon père était pêcheur. Mais comme il n'y avait pas de travail, il est parti sur un bateau marchand comme mécanicien. La Catalogne était la patrie de l'anarchisme et mon père était anarchiste. Un anarchiste non violent qui me répétait sans cesse que la vie d'un homme n'a pas de prix. Il a eu beaucoup d'influence sur moi, bien que je n'ai jamais été anarchiste. J'ai été interne chez les Salésiens grâce au patron chez qui ma mère travaillait et j'ai pu faire quelques études. Mon père était quelqu'un qui inspirait beaucoup de respect. Dans le village, il était aussi un des rares qui savait lire et écrire. Et souvent, le soir, les hommes venaient à la maison et s'asseyaient dans la cour pour que mon père leur lise le journal. Mes frères et moi, on s'asseyait avec eux. Le journal qu'ils lisaient s'appelait « El Heraldo de Madrid ». Mon père s'était joint un ami pour le recevoir. Les gens étaient pauvres, et payer à deux était plus facile. Les dimanches, après la messe, ils se réunissaient dans la cour pour parler de tout et de rien. Quelques-uns venaient même des villages environnants. Dans mon village, les gens s'asseyaient devant les portes des maisons pour parler et d'écouter. Tout un pélan et mangeant des figues de barbarie. L'ambiance était très fraternelle. Malgré leur grande pauvreté, les gens s'entraidaient, toujours disposés à donner un coup de main. Il y avait beaucoup de luttes syndicales et très bien organisées. Moi, j'ai travaillé dans les vignes, ensuite dans une distillerie. Très jeune, je suis rentré au syndicat des ouvriers cavistes et dans les jeunesses libertaires. À la maison, on parlait beaucoup politique. Je vivais cette ambiance en toute normalité, sans savoir qu'on était une famille de gauche. Mon père était socialiste. Dans sa jeunesse, il avait été ouvrier. Il avait travaillé dans les mines de fer, dans les provinces basques. Et c'est là qu'il s'était forgé un idéal. Il parlait beaucoup de Pablo Iglesias. À cette époque, les gens se réunissaient pour publier des revues et des journaux. Aller à des conférences, faire du théâtre. Ces gens, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller à donner des cours et animer des discussions dans des fermes où se réunissaient les ouvriers agricoles. Après une rude journée de travail, et tout ça, la lueur d'une chandelle. Moi, je savais lire et écrire.
Et j'ai appartenu à un de ces groupes qui allait donner des cours et commenter des textes des écrivains libertaires comme Anselmo Lorenzo. En 1930, comme les choses continuaient à être difficiles, toute la famille avait émigré à Alger. On s'était installé dans le quartier de la Marine, où on a vécu dans de grandes difficultés et une grande misère. Un an plus tard, on s'installait à Oran, où travaillait un frère de mon père, également pêcheur. On est arrivé là-bas sans rien. Et on essayait de gagner notre vie en pêchant clandestinement. On n'a reçu aucune aide. Ni les Espagnols, ni les Français d'origine espagnole ne voulaient entendre parler de nous. On a dû partir. Je n'avais que 4 ans parce que mes parents étaient de gauche et que Primo de Rivera gouvernait. En 1923, il y a eu une grande grève à la Colonia. Et mes parents ont caché de nombreux grévistes, parmi eux des dirigeants. Il y a eu des dénonciations et un policier, ami de mes parents, est venu leur dire de se dépêcher de partir parce qu'ils étaient en danger. En peu de jours, ils ont vendu leur commerce et toute la famille est partie vers Bayonne. Puis, on est allé à Alger. J'ai commencé à travailler dans une usine comme ouvrier ajusteur. Daniel, c'était encore. Mon père était un de ces pêcheurs andalous qui croyaient en la Vierge du Carmel et qui ne coupaient jamais le pain sans l'avoir d'abord signé d'une croix. Mais en même temps, il avait des idées républicaines. C'était un homme qui savait lire. Et comment? Et comme il y en avait peu qui lisaient, il en réunissait quelques-uns devant la porte de la maison. Et à la lumière d'une bougie ou d'un quinquet, autour d'une cruche de vin et d'un peu de poisson salé, il leur lisait le journal en racontant et commentant ce qui se passait dans le monde. Quand la République a commencé, est arrivée, j'étais un enfant, mais j'ai compris que quelque chose d'important venait de se produire. Ce jour-là, il y a eu une grande fête au village. Mis à part le curé et 3 ou 4 autres, tout le village l'a célébré. Peu de temps après, les instituteurs sont arrivés et ont ouvert des écoles. Les gens ont commencé à parler différemment, ils discutaient beaucoup, ils étaient plus heureux. Même le curé venait discuter politique avec mon père. Il y avait beaucoup de solidarité entre les gens du village. Au fond, je crois que l'erreur de la République espagnole était d'être trop en avance. On a vite voté des lois qui n'existaient nulle part en Europe. L'une d'elles a été la réforme agraire. Ouais. Alors que par exemple, l'Andalousie appartenait encore à 3 ou 4 grands propriétaires terriens. La République a donné le droit de vote aux femmes, promulgué une loi sur l'avortement, une loi sur l'enseignement dans les collèges, fait une réforme militaire. La République espagnole a été la première à accorder une semaine de vacances pour les mineurs. Et une semaine payée par les compagnies minières. On a fait ce que j'appelle une révolution sociale. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, alza la bandera revolucionaria, llevar al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria, que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Aucun pays
d'Europe n'avait été capable de prendre ces mesures. Et il craignait la mise en route de révolutions. Il y avait aussi l'Église qui avait un point très important. Elle ne pouvait accepter tout ça. Quand la République est arrivée, j'avais 14 ans. La majorité des gens du peuple l'a reçue avec une grande joie. Dans toute l'Espagne, il y avait une grande émotion. Dans le village, on a ouvert tout de suite plusieurs écoles, très modernes, où on enseignait même l'espéranto, la langue internationale. En Espagne, la République a fait de nombreuses et importantes choses pour la population. C'est pour ça qu'on l'a attaquée et qu'on a voulu la faire disparaître. Quand est arrivée la République, ça a été le jour le plus heureux de ma vie. Une des premières choses qu'on ait faites, c'est d'aller à la prison pour libérer les prisonniers. J'avais 16 ans. Ils ont ouvert les portes, on est entré. Ils sont sortis, c'était une véritable fête. Beaucoup ont disparu ensuite à la guerre, parce que la guerre civile a été une chose terrible. Quand la guerre civile a éclaté, j'ai tout laissé tomber. Et je suis parti pour m'engager dans le front, pour pouvoir... Je me suis engagé dans l'armée républicaine, dans la colonne d'Urruti. À cette époque, à cette époque, il n'y avait pas de communisme en Espagne. Et ceux qui disent le contraire mentent. J'ai fait toute la guerre avec les anarchistes. J'ai défendu Barcelone. J'ai défendu Madrid. Et quand Urruti a été tué, j'étais là, combattant. J'ai même été blessé à Monténégro. J'ai dû me rendre à Pamplune. Et c'est là que la guerre m'a pris. J'ai ensuite demandé d'aller au front, en tant que barbier. Et je suis parti avec les anarchistes. Peu après, j'ai été blessé à la jambe. Et on m'a transporté à l'hôpital. Le médecin qui me soignait voulait me couper la jambe. J'ai refusé. Il a insisté en me disant que la balle était dedans. J'ai rétorqué que la balle était sortie. Comme il insistait, j'ai sorti mon pistolet, je l'ai visé et il a assuré de nouveau que la balle était sortie. On ne m'a pas coupé la jambe. J'ai fait la guerre à Teruel, à Lleida et dans la région de l'Èbre. La bataille la plus dure a été celle de l'Èbre. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. Una noche el río pasó, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Buena paliza le dio, ay Carmela, buena paliza le dio, ay Carmela. On n'arrêtait pas de construire des ponts, et à chaque fois l'aviation venait et détruisait. Le fleuve a emporté beaucoup de corps vers la mer. Parce que je savais lire et écrire, on m'a tout de suite nommé caporal. J'étais de l'offensive Balaguer qui a été un échec parce qu'on ne pouvait se battre avec un balai contre un canon. Ça a toujours été comme ça dans le camp républicain. Dans de nombreuses batailles, on a combattu en jetant des pierres et des grenades. J'ai participé à la bataille de l'Èbre et j'ai vu beaucoup de morts, beaucoup de blessés graves, quelques-uns sans jambes, sans bras. C'était très dur de ne rien pouvoir faire pour eux. J'ai été nommé ensuite dans le service d'information spéciale. On était toujours par deux et le travail consistait à s'approcher des tranchées pour les traverser, pour savoir où se trouvaient les positions ennemies et donner l'information. Il fallait tout faire à pied, sous les bombes de l'aviation franquiste, avec juste un arrangero et un chargeur de 20 balles pour deux. Si les Allemands ne les avaient pas aidés, Franco et ses comparses n'auraient pas gagné la guerre.
On était nombreux à défendre la République et on était forts. Mais l'armement nous a manqué. Quand la guerre a éclaté, les bassins miniers se sont soulevés tout de suite. Et notre région était rapidement envahie par les franquistes. Mon frère aîné était dans les premiers à s'enrôler dans les troupes républicaines, comme la plupart des gens du village. Mon autre frère faisait son service militaire, il n'avait pu quitter les camps nationalistes. Une fois, ils ont combattu l'un contre l'autre sans s'y apercevoir. Je suis resté à la maison avec mon père. Mais quand les phalangistes sont arrivés, mon père était arrêté 2 ou 3 fois. Et quand il revenait, il avait les dos noirs des coups qu'il avait donnés. La situation est devenue tellement horrible qu'on s'est organisé pour partir. Mon père était républicain et très au courant de tout ce qui se passait en Espagne. On suivait de près la situation et je sais que mon père envoyait même de l'argent. J'appartenais aux jeunesses du Parti communiste. En 1937, le parti a dit à tous ceux qui le pouvaient d'aller aider la République espagnole. J'ai dit à mon père que je voulais aller combattre pour la République. Il m'a dit de faire ce qui me convenait et qu'il n'allait pas aller contre mes décisions. Et je suis parti. On savait qu'il était difficile de gagner la guerre, parce qu'on voyait constamment les Allemands voler au-dessus de nous et qu'ils avaient beaucoup de temps. Nous, on avait quelques fusils, 1 ou 2 mortiers, et on n'a pas arrêté de se battre. On s'est battu tout le temps, jusqu'à la fin. Devant l'avancée des fascistes, on a dû partir sur un cargo vers Bordeaux. Mais on est revenu en Espagne. On est allé à Barcelone, et de là vers le front. La deuxième fois qu'il a fallu m'échapper vers la France, la République commençait à tomber. Je suis encore revenu en Espagne pour continuer la lutte. Mais peu après, j'ai dû ressortir. Cette fois, par la montagne. Arrivé en France, on nous a mis dans des camps de concentration. On nous avait demandé République ou Franco. On est tous allés du côté républicain. J'étais encore à l'école des carabiniers quand ma classe a été appelée sous les drapeaux. J'ai été affecté en tant que carabinier et cycliste au ministère des Finances. J'y ai passé 9 mois, jusqu'à qu'on sorte pour fuir vers la frontière. On a passé la frontière dans des camions après avoir remis nos armes à l'entrée. Mon père m'a dit que je devais m'en aller et il m'a aidé à fuir. Il n'a pas voulu venir avec moi. Les franquistes l'ont fusillé peu après. Et d'après un de mes oncles, il avait dit avant de mourir, moi, ils vont me fusiller, mais ils ne prendront jamais mon fils. Et ils ne m'ont pas pris. J'étais très jeune, mais dans ces moments-là, vivant une telle tragédie, on grandit très vite. Je suis arrivé à Grenade. J'étais à Murcia. Almeria. Et Alicante. Ah, Alicante. La preuve. La douane, et de là, je suis parti à l'Afrique du Nord, sur un bateau de pêche appelé la Jove Maria. Il nous a menés jusqu'en Algérie. J'ai été fait prisonnier et j'ai retrouvé mon père et mon frère aîné dans un camp de concentration appelé la Harinera. Ce camp était dirigé par les Allemands. Mon père est tombé malade et a été amené à l'hôpital. Pour réussir à le voir, je me suis fait passer pour malade. Le jour suivant,
Arrivé à l'hôpital, un ami s'est approché de moi et d'une façon très très bizarre m'a dit « Même si tu es malade, ne reste pas à l'hôpital. » Et il a ajouté rapidement « Ton père est mort. » J'ai appris par la suite que la nuit d'avant, dans la salle où était mort mon père, était passée une nonne et 2 médecins allemands qui lui avaient fait une injection. On a été fait prisonnier par une compagnie de Galiciens. Ils nous ont plaqués contre un mur, ils nous ont gardés là toute la journée et toute la nuit, sans bouger. Le jour suivant, ils nous ont amenés à pied à Saragosse. Ensuite, ils nous ont envoyés à Santander, en wagon à bestiaux. Moi, on m'a envoyé aux Escolapios, des Bilbao, où il y avait 5000 prisonniers. On a vécu là, le clairon du matin, le drapeau et Cara al Sol. Cara al Sol con la... On m'a emmené au camp de concentration de San Marcos, à Léon. C'était terrible. Un camp comme les camps de la mort. Beaucoup mouraient de froid, de faim ou à cause de coups ou des tortures. 2 officiers allemands venaient avec 4 phalangistes et nous faisaient aligner devant eux. Se moquant de nous, ils nous faisaient baisser nos pantalons pour chercher des coups, nous insultant en même temps. Je crois que j'ai passé là le pire moment de ma vie. On mourait de faim et de misère. L'endroit était immense. Il y avait des coups, la faim, le froid, la torture. Chaque matin, des camions sortaient remplis de gens. On les fusillait sur le terrain de football de Léon. Chaque nuit, on attendait notre tour. Un matin, on m'a emmené dans les écuries et on m'y a enfermé avec d'autres personnes. Et parmi elles, Manolo, Caracol, le cantaor. Carcelero, 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 ¿por qué no abres puerta y cerrojo? Abre, abre puerta y cerrojo. Carcelero, carcelero, abre, abre ya el presidio. Abre puerta y cerrojo. Carcelero, 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 carcelero. Je suis resté là, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher de nouveau pour m'emmener à Carbonera, un endroit terrible, dont il se disait que personne ne sortait vivant. C'était un endroit sombre, où on m'a poussé comme si j'étais un sac de patates. Quand j'ai pu réagir, j'ai vu là 4 hommes, hauts et de cou. Ils avaient les côtes brisées, saignaient de partout et ne pouvaient pas se tenir debout. J'ai pris ma serviette de toilette et j'ai commencé à les essuyer, leur donner de l'eau. Je ne savais pas comment les aider. La porte s'est ouverte et on a jeté un autre homme totalement disloqué. C'était un Andalou. On ne savait pas par quel bout le prendre, il était brisé. Il sortait de la torture. Il pouvait à peine parler, ses dents tombaient, il ne pouvait pas boire. 2 jours plus tard, on m'a retiré de là et remis dans mes écuries du château. J'ai passé la frontière le 2 février 1939. L'aviation allemande et l'aviation franquiste nous ont bombardés sur le chemin jusqu'au bout. On est arrivé en France, plus d'un demi-million de personnes. On nous a laissés sur les plages comme des animaux. La seule chose qu'on pouvait faire était de se serrer les uns contre les autres pour se protéger du froid et du vent.
sur ces immenses étendues de sable. On était des milliers à se regrouper. On a commencé la retraite à pied. On est arrivé à la frontière par Prats de Moyo le 12 février 1939 vers 5 heures d'après-midi. On a passé la frontière avec à notre tête le général Hernandez, son état-major et un groupe de musiciens. On était une soixantaine. On est entré en formation en jouant l'himno de Diego. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. La 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 la. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. J'avais 18 ans et des panneaux indiquaient Franco ou République. J'en ai vu qu'un seul qui préférait aller avec Franco. Tous les autres ont choisi la République. On nous a emmenés dans un pré. Là, il n'y avait rien pour s'abriter. On a construit des tentes avec des couvertures pour nous protéger, mais c'était inutile parce qu'il est tombé plus d'un demi-mètre de neige. Et on a réussi quand même à s'abriter dans un refuge de pierre près de la montagne, jusqu'à ce qu'on nous envoie dans un camp à Agde, où les Espagnols montaient déjà des baraques en bois, mais où il fallait encore coucher par terre avec juste une poignée de paille. Les gendarmes et les soldats sénégalais nous traitaient très mal et frappaient très facilement. Les franquistes nous ont envoyés par le train à Saragosse. C'est là que les Allemands nous crachaient dessus. Un officier m'a craché au visage. C'est la pire chose qu'on peut faire à un homme. Pour moi, c'était pire que s'il m'avait tué. Quand l'offensive de Catalogne contre les Républicains a commencé, on nous a emmenés au front. On restait derrière pour réparer les ponts, les routes abîmées. Ils nous faisaient travailler comme de vrais esclaves. J'étais à Tolède quand la guerre a pris fin. Pour nous, prisonniers des franquistes, rien n'avait changé. Alors je me suis évadé en traversant la montagne vers la France avec 2 compagnons. Ahora, j'étais arrêté par la police et comme beaucoup d'Espagnols, enfermé dans un camp réservé aux clandestins, dans un grand hangar sur le quai, entouré de barbelés et surveillé par la garde mobile. Après, on m'a amené, c'était un vrai camp de concentration. Après, on m'a amené dans 2 autres camps, jusqu'à un camp appelé Colombe Béchard. Toujours à manier la pelle et la pioche, écrasant des pierres, surveillé par des gardiens, parmi lesquels il avait des nazis. Un jour, j'ai laissé tomber une brouette chargée de pierres contre un de ces chefs allemands qui était un peu plus bas, un type d'une grande cruauté. Il n'a pas survécu. On m'a emmené au camp Saint-Cyprien. Les 4 premières semaines ont été un vrai calvaire. On allait pieds nus, on buvait de l'eau sale et savonneuse, qui venait de l'endroit même où on se lavait. L'administration française nous donnait très peu de nourriture, un pain pour 10 personnes, et de temps en temps, des patates avec un peu de viande et des œufs bouillis. On s'est rempli tout de suite de poux. C'était une vraie souffrance. On allait tous les jours à la plage pour s'épouiller, et ils étaient toujours là.
La nuit, on creusait un trou dans le sable pour se coucher et on se recouvrait d'une couverture. Quelques mois plus tard, la déclaration de guerre est arrivée en France. Et tout de suite, ils sont venus dans les camps pour former des compagnies de travail avec les Espagnols. Chaque semaine, des gendarmes venaient demander des hommes pour la Légion. Moi, je n'ai pas voulu aller à la Légion. Je suis resté pour attendre mon père. J'avais de la famille à Oran. J'ai écrit à un oncle et j'ai reçu très vite l'adresse de mon père qui se trouvait à Argelès-sur-Mer. Il a réussi à venir dans le camp où je me trouvais. On a pu comme ça rester ensemble quelque temps. Peu après, il a réussi à sortir, réclamé par son frère, mais moi, je n'y avais pas droit en tant que neveu. À la fin, on a fait des faux papiers. Et j'ai pu sortir en tant que frère de mon père, et puis j'ai pris un bateau pour Oran. À Oran, toute la famille a pu se réunir. Mais la vie là-bas n'était pas facile non plus. Au début, on n'avait pas de travail, et on devait se présenter tous les jeudis à la police. Mon père et moi y ont mangé dans un centre d'aide créé par une association de réfugiés espagnols. Après avoir passé 6 mois d'enfer au camp d'Argelès, on a décidé de tout risquer et de s'évader. Avec mon frère et quelques amis, on est rentré dans la mer. Et chacun est parti de son côté. On a rencontré des paysans qui, nous entendant parler en catalan, nous ont aidés. Mon frère était parti dans une autre direction et on ne s'est pas retrouvés. Les paysans qui nous ont donné à manger et nous ont habillés, je crois bien que c'est parce qu'on était catalans, comme eux. Notre seule possibilité était de nous engager pour faire la guerre avec les Français. Sinon, nous nous renvoyions en Espagne. Companys venait d'être exécuté à Montjuic. J'ai réuni quelques compagnons et leur ai dit qu'il fallait prendre un bateau pour filer au Maroc. Peu après, on a pu embarquer à destination de Casablanca. À un moment, le Mexique a annoncé qu'il accueillerait tous les républicains espagnols qui voudraient aller là-bas. Con la barba de Carranza voy a hacer una toquilla para ponerse el sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Mais la France ne nous laissait pas sortir. Quelques-uns ont réussi, mais très peu. Dans ces moments-là, on se sentait abandonné de tout le monde. On était très démoralisés, très tristes. Quand les Allemands ont envahi la France, beaucoup d'entre nous sont allés à la Légion. On nous a emmenés en Afrique du Nord. Ma famille m'a aidé à sortir et j'ai travaillé au champ. On avait très faim. Certains chassaient des chats et faisaient ensuite de la soupe aux chats qu'ils mangeaient avec délice. Moi, je n'ai jamais pu. Pendant très longtemps, mon alimentation a été composée d'escargots et de navets. En septembre, la guerre était déclarée et en novembre, on m'a remis dans le camp de concentration d'Agde jusqu'en février 40. On nous disait avoir trouvé un moyen d'échanger des prisonniers français avec l'Allemagne en y envoyant des étrangers. On s'est retrouvé dans la situation de choisir d'aller en Espagne ou en Allemagne. Le fils d'un gendarme que je connaissais m'a dit que le mieux à faire dans ma situation était de m'engager dans la Légion. Alors, sous le nom de Durand-Dupont, je suis arrivé à Oran, où on est resté quelques jours, puis à Sidi Bel Abbès, où se trouvait le quartier général de la Légion. Et là, il y avait des Espagnols dans tous les coins. Arrivés à Casablanca, les autorités françaises nous ont obligés à nous engager dans la Légion. On l'a accepté comme un moindre mal, puisque, en fin de compte, à ce moment-là, les Français étaient ennemis des Allemands, comme nous. En juin 1939, j'ai été enrôlé de force dans l'armée nationaliste. On était des prisonniers dans des bataillons de travail.
quand j'ai terminé mon service militaire, on a appris que les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord. En Espagne, on a appelé tous les réservistes, immédiatement. J'ai été envoyé dans l'artillerie. Grâce à des amis, j'ai pu embarquer sur un bateau et arriver en Afrique du Nord. La police française m'a tout de suite arrêté et envoyé à la prison de Goujna. Et au bout de 2 semaines, on m'a dit « Bon, tu t'engages dans la Légion, on te renvoie en Espagne. » J'ai dit que je ne voulais pas de la Légion, mais que je voulais aller au corps franc d'Afrique. On m'a tout de suite mis dans une voiture avec 3 autres types et pris la direction de la frontière. Je ne les croyais pas, mais arrivé au poste de frontière, je n'ai plus hésité. J'ai dit que j'allais dans la Légion. Si on m'avait remis à l'Espagne, je suis sûr qu'on m'y aurait fusillé. On s'est engagé dans la Légion, avec un contrat pour la durée de la guerre. Ceux qui s'y collaient pour 5 ans étaient envoyés en Afrique. Mais nous, on restait en France. J'étais convaincu qu'on allait manger tout cru des Allemands. Cette nuit-là, on a déjà dormi dans la caserne de Bayonne. De là, on nous a envoyés dans un camp près de Lyon pour y faire notre instruction et nous préparer. La plupart d'entre nous étaient espagnols ou belges. Plus tard, les Allemands approchaient, alors on nous a emmenés vers l'arrière, vers Marseille. Arrivés à Aix-en-Provence, on nous a mis dans une caserne et là, on nous a appris que l'armistice venait d'être signé et que le maréchal Pétain était celui qui maintenant allait diriger le destin de la France. Ils nous ont donc désarmés et ils ont transformé la compagnie de légionnaires en compagnie de travailleurs. En réalité, ce qu'ils avaient prévu, c'était de nous emmener travailler en Allemagne. Pour rien au monde, je ne voulais aller en Allemagne. On ne pouvait échapper à cette situation qu'en signant pour 5 ans à la Légion, les légions étrangères. On nous a envoyés à Oran. J'y suis allé. Sur le bateau qui nous amenait, il y avait beaucoup de légionnaires espagnols. J'en ai connu beaucoup qui ensuite allaient faire partie de la Nueve. Yeah. En Afrique, il y avait beaucoup d'Espagnols. Tous ceux qui avaient pu s'échapper des côtes du Sud. Les Français ont envoyé la plupart d'entre eux travailler dans des camps du désert comme Boualfa, poser les rails du Transsaharien, un train qui devait traverser le désert. Là-bas a travaillé Ricardo Sanz, celui qui avait remplacé Durruti à Madrid. Je le connaissais bien. On n'est pas resté très longtemps dans les casernes de la Légion. Très vite, on nous a emmenés faire la guerre en Tunisie, une guerre contre Rommel. L'instruction terminée, on m'a affecté aux cuisines. De ce poste, je voyais arriver tous les Espagnols enrôlés dans la Légion. Et j'ai eu l'occasion d'en aider beaucoup à mieux manger. On s'entendait bien. On avait pas mal souffert pendant la guerre civile et dans les camps de concentration. Et tout ça nous incitait à prendre la vie du bon côté. Chaque jour, les exercices d'instruction terminés, on revenait en chantant. Ah, on chantait des chansons anarchistes et communistes de l'armée populaire, comme Joven Guardia, Negras Tormentas, ou Si me quieres escribir. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. Y en los puentes solo ondean las que son republicanas. Y en los puentes solo ondean las que son republicanas. À Oran, la Légion était pleine de réfugiés. 70% des légionnaires étaient espagnols. Les autres étaient belges ou polonais. Quand la France a signé l'armistice et est devenue l'alliée de l'Allemagne, on s'est décidé, un groupe d'amis et moi, à déserter. On était cantonnés au Sénégal. Après l'échec de De Gaulle à Dakar, on a organisé la crise.
On est parti avec tout notre équipement, y compris les armes, à la recherche des troupes franco-britanniques qui luttaient contre l'Axe dans les colonies françaises d'Afrique équatoriale. Après notre fuite, on a été pourchassés en tant que déserteurs. Et il a fallu se cacher, marchant la nuit et dormant le jour. On a mis presque un mois à couvrir à pied les 4000 km qui nous séparaient des unités gaullistes se trouvant à Brazzaville. Là-bas, on s'est enrôlé dans une unité de la Légion étrangère. Rallié à De Gaulle, avec ses troupes, on a combattu au Soudan, en Syrie, au Liban, et surtout dans la bataille de Bir el-Khaim, en Libye. Où la 3e brigade mixte de la Légion étrangère, dans laquelle se trouvaient beaucoup d'Espagnols, s'est illustrée en protégeant la retraite de la 8e armée britannique. J'étais en train de pêcher avec mon père sur la plage des pêcheurs, à 20 km d'Oran, quand on a vu arriver des bateaux et vu débarquer une grande quantité de soldats. Mon père a eu très peur. On a d'abord cru que c'était des troupes allemandes ou que c'était les troupes de Franco. Il m'avait semblé entendre parler espagnol. Et on s'est caché derrière des buts. En voyant leurs uniformes et un drapeau avec des étoiles, comme ceux que je voyais dans les films de cow-boys, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient américains. Mais ils devaient être du Texas ou de Californie, parce qu'ils parlaient espagnol. Comme les habitants de la région d'Oran étaient d'origine espagnole, les Américains avaient envoyé un corps expéditionnaire hispanique. Je les ai guidés moi-même jusqu'à un village de l'intérieur. Je suis allé voir un lieutenant que je connaissais, parce qu'on lui vendait du poisson, et lui ai dit que les Américains avaient débarqué, et qu'il n'y avait pas eu d'affrontement, qu'ils n'avaient pas tiré une seule balle, et que le colonel Ramirez, qui dirigeait la troupe, m'avait dit que s'ils se rendaient, on ne leur ferait rien. Le lieutenant m'a dit oui, tout de suite. Quand les Alliés ont débarqué en Afrique, ils ont libéré les camps de concentration. J'étais dans la caserne quand les Américains ont débarqué. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Une ordonnance Valencien est arrivée en criant « Les voilà! Les voilà! On est sauvés! Ils sont là !» Peu après, on entendait la canonnade au loin. Pour moi, ça a été un moment émouvant. Une émotion qui a duré peu de temps parce que le clairon a sonné et qu'on nous a dit de préparer les munitions parce qu'il fallait aller défendre la patrie. Les Espagnols, on n'était pas d'accord. On ne voulait pas combattre les Américains, on ne voulait pas tirer contre eux. Les légionnaires non plus, ni les Anglais, ni les Polonais. Les officiers ont compris qu'ils allaient avoir un problème. Mais pourtant, ils nous ont fait mettre en rang et marcher vers Casablanca, à une distance de 200 km. On a commencé à voir des groupes qui se réunissaient et refusaient d'obéir aux ordres des officiers. Une chose rarissime dans la Légion. Mais la vérité est que certains officiers ne voyaient pas non plus avec sympathie l'occupation de la France par les Allemands. Et quelques-uns parmi eux venaient de temps en temps nous dire « Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On ne va pas tirer sur les Américains, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Le jour suivant, on était encore à la même place et personne ne paraissait disposé à partir. Peu après est arrivée la nouvelle de l'armistice et de la fin des affrontements contre les Américains. J'étais à Fès quand on a annoncé le débarquement américain. C'était un dimanche et l'alerte a sonné à 4 h du matin. Mais il n'y avait personne pour se lever, donc on n'avait pas de commandement. On est parti vers 7 h du soir. La nuit, on a dormi au milieu du chemin. Et tous les officiers sont partis marcher le jour. Les Américains se sont régalés à nous mitrailler. Ils ont fait une vraie boucherie parmi la troupe. Beaucoup d'entre nous, surtout les Espagnols, ont déserté pour rejoindre les Américains. Parce qu'on voulait continuer la guerre contre Hitler. Et c'est pour ça qu'il fallait être avec les Américains. Parce que les Français, eux, étaient avec les Allemands. Puis on est revenu à Fès. On est arrivé avec 6 wagons de matériel. Matériel abandonné, ce qui les a ravis. Ils se sont ensuite contentés de nous demander un rapport sur les pertes, et il y en avait eu.
avec les corps francs. Après m'être enrôlé chez les Américains, on est parti en Tunisie, combattre les troupes de Rommel. Après s'est formé le corps franc d'Afrique. 3 bataillons composés à 80% d'Espagnols. On a été amené à Meknès, où se sont formés les régiments de marche pour combattre en Tunisie contre les forces de Rommel. Moi, je souhaitais affronter les Allemands. C'est pendant la guerre de Tunisie que j'ai affronté pour la première fois les armes à la main des Italiens et les Allemands. Malgré le fait qu'on avait des armements très vieux, je crois qu'on leur a donné une bonne leçon. On a eu des batailles très dures. Une fois, après 48 heures d'affrontements très violents, on a eu beaucoup de pertes. On est venu nous relever et on nous a amenés à l'arrière. On a bien mangé et ils nous ont dit de dormir tranquille. Je me suis endormi, enveloppé dans ma couverture et me suis réveillé en sentant qu'on me donnait un coup de pied. Au moment de me relever, je me suis rendu compte que ma couverture était clouée par un éclat d'obus. Les Allemands nous avaient repérés et bombardés pendant la nuit, faisant 25 morts. On était ensemble, mais je m'étais rendu compte de rien à cause de l'énorme fatigue. Les troupes de la France libre où on était ont pu arriver jusqu'au Maroc et en Algérie, peu après le débarquement allié en Afrique du Nord. Après avoir parcouru 4000 km de désert et en luttant contre les troupes italiennes et les difficultés du terrain. En Algérie, on a appris la formation d'un corps franc, commandé par Putz, un colonel des forces de la résistance espagnole, ex-combattant des brigades internationales. La majorité des Espagnols ont déserté. On est allé avec lui. Le corps franc était un bataillon irrégulier de 3000 hommes, presque tous espagnols, qui n'allaient pas tarder à affronter l'Africa Corps de Rommel, en Tunisie. On a combattu de décembre 1942 jusqu'au 17 mai 1943, date à laquelle on est entré dans Bizerte. L'unité a été dissoute, j'ai rejoint la colonne Leclerc. Les combats contre les Allemands ont été si féroces en Tunisie, la peur si intense, à certains moments que j'ai eu l'occasion de voir une chose difficile et crédible. Lors d'un combat, où il nous a fallu toute une journée, toute une nuit pour déloger d'une maison de campagne les Allemands qui l'occupaient, en avançant petit à petit, pièce par pièce, j'avais à côté de moi un Italien, brave, gars aux cheveux frisés, et quand il est revenu, après la nuit de repos, personne ne l'a reconnu. Il avait des cheveux complètement blancs. Totalement blancs. On lui a donné un miroir pour se regarder, et il s'est mis à pleurer. Que tes filles sont forts et tendres, c'est vraiment de beaux gars. C'est plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours, on va te les prendre, giroflée, girofla. Corbeau les mangera, corbeau les mangera. Tant qu'on fera des militaires, soit ton fils, soit le mien, il n'y aura jamais sur terre pas grand-chose de bien. On tuera pour te faire taire par derrière comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien. C'est en Tunisie qu'on nous a dit que tous ceux qui combattaient avec les Alliés devaient être démobilisés ou s'enrôler dans les forces françaises libres de De Gaulle ou l'armée de Giraud. Nous, les Espagnols, on s'est enrôlés dans les forces de De Gaulle. Je me suis engagé le 29 mai 1943 comme volontaire pour la durée de la guerre. Et après la campagne de Tunisie, j'ai entendu parler pour la première fois de la colonne Leclerc et des troupes de la France libre qui arrivaient de Libye. J'ai vite déserté pour m'en aller avec elle. Avec la colonne Leclerc et ses soldats africains, De Gaulle voulait former la deuxième armée française. Mais les Américains l'obligeaient à se débarrasser des Noirs. Quand il a demandé ensuite des volontaires, la grande majorité des Espagnols a déserté et est partie avec lui. Cette deuxième armée s'est transformée en deuxième division blindée. La Nueve. La Nueve était la compagnie espagnole du 3e bataillon. Elle est devenue une compagnie de choc.
Après la guerre de Tunisie, je me suis engagé dans les forces de la France libre de Leclerc, la 12e division blindée. On est allé à Djidjeli. Bon. La montagne des singes où est en cours de formation la 2e division blindée. Dans les forces de Leclerc, il y avait beaucoup d'Espagnols. Et on se groupait pour aller en sortir d'autres de la Légion. Après, on est allé à Temara, où s'est formée la Nueve. La Nueve. C'est là que la Nueve a commencé à se faire remarquer. Notre compagnie était très différente de toutes les autres. À Djidjeli, j'ai connu Amado Granel. C'est lui qui était chargé de faire les petits insignes aux couleurs de la République espagnole qu'on portait tous. C'est là aussi qu'on a mis les noms sur les dark-tracks. Les chefs avaient interdit les noms de personnalités, et à la fin on a pu se mettre d'accord sur des noms de bataille de la guerre civile et de certains personnages comme Don Quichotte. Mon premier dark-track s'appelait Guernica. Pendant notre séjour au Maroc, on avait une mascotte. C'était un singe amené par un soldat et qu'on avait fini par adopter. Il s'appelait Saoud et venait chaque jour avec nous pour faire l'instruction. À la fin, l'un d'entre nous lui avait fabriqué un fusil en bois. Et quand la compagnie se mettait en rang, il se mettait à nos côtés avec son fusil sur l'épaule, comme nous. Tu n'avais pas intérêt à le tromper, parce qu'alors il devenait une vraie furie. Et il se vengeait en détruisant tout. Par exemple, si tu mettais une pierre dans un papier de bonbons, quand on allait manger, il faisait lui aussi la queue, prenait un plat et recevait une ration. J'ai passé 3 mois et demi dans la Légion de Pétain. Maréchal, non voilà. J'ai passé 3 mois et demi dans la Légion de Pétain avant de m'évader et de m'engager dans les troupes du général Leclerc. Je suis entré dans la 3e compagnie. Lorsque s'est formée la 2e division de l'année, les Espagnols étaient très bien traités. Je dirais qu'on était les préférés, parce qu'on avait déjà combattu. Je suis allé à Casablanca pour ramener le half-track que j'allais conduire. Sur le chemin du retour, j'étais enthousiasmé par ce que j'avais entre les mains. On l'a appelé catapulte. Il s'est toujours appelé comme ça, parce que j'ai eu la chance de le conduire depuis le départ de Casablanca jusqu'à ma démobilisation. On dormait sous les tentes de campagne pour 2. Chaque soldat transportait avec lui une demi-tente qu'on réunissait avec l'autre moitié au moment d'aller se coucher. Quand on l'adressait, il fallait faire attention parce que Saoud entrait comme une flèche sous la tente et prenait la place d'un des hommes. Et alors il était impossible de le déloger. Avant de dormir, il se couvrait aussi avec la couverture. Quand l'ordre de marche est arrivé, il a fallu le laisser à une famille de Rabat parce qu'il ne pouvait venir avec nous. J'ai pensé souvent à Saoud. J'étais à Oujda quand est passé le convoi de la France libre. Moi, je voulais partir avec eux. Le lieutenant a promis de venir me récupérer. Le dimanche suivant, il était là. Après m'avoir habillé de vêtements militaires anglais, ils m'ont ramené avec eux. Et c'est comme ça que j'ai déserté la Légion. On nous a emmenés à Tamara, où s'est formée la 2e DV. Avec 3 bataillons de marche du Tchad. Et on nous a équipés de matériel américain. C'est là que Leclerc a dû retirer les soldats noirs sur ordre des Américains. La Nueve était pratiquement composée que d'Espagnols. La plupart d'entre eux étaient anarchistes. Moi, j'étais républicain. On était au total environ 160. À mon arrivée, j'avais demandé à n'être que simple soldat. Parce que pendant la guerre civile, j'avais été sergent et je savais que cette responsabilité était très lourde. Dans la Nueve, formée par des soldats espagnols, on avait un clairon qui venait du Tercio, la Légion espagnole, et qui chaque matin
sonnait le réveil à l'espagnol. En réalité, tout était espagnol. Les soldats, l'encadrement, les ordres et les conversations. Tous les Espagnols voulaient venir à la Nueve. On était 156 hommes, avec 14 automitrailleuses, appelées half-track, 2 jeeps et un tank. La Nueve avait quelque chose de spécial que tu ne rencontrais pas dans les autres compagnies. Je crois que c'était le mélange d'hommes jeunes et de plus vieux. Tous avec une force et un désir de vaincre que les Français n'avaient pas. Les Espagnols plus âgés, qui avaient beaucoup d'expérience, nous aidaient et nous conseillaient. Fais attention, ne tente pas ça, ne va pas si vite, doucement. Ils étaient toujours attentifs, et je crois qu'ils ont sauvé beaucoup de vies. La colonne Leclerc arrivait du Tchad avec des troupes de soldats noirs, encadrés par les Français coloniaux et d'autres soldats, parmi eux quelques Espagnols. Certains officiers de Leclerc, comme le colonel Puig, et surtout Campos, quand ils voyaient un groupe de légionnaires ou de soldats, demandaient tout de suite s'ils voulaient rester avec Giraud ou partir avec De Gaulle. Naturellement, nous les Espagnols, on préférait De Gaulle. Et la majorité a déserté pour le rejoindre. Campos était celui qui recrutait le plus. Il ramenait des camions entiers d'Espagnols. Celui qui partait avec Leclerc changeait de nom. Il signait un nouveau contrat pour la durée de la guerre. On lui donnait de nouveaux papiers. On avait tous un faux nom. Moi, j'avais choisi José Ortega el Mexicano. Le Mexicain. Pour le cas où on nous ferait prisonniers, qu'on ne sache pas qu'on était espagnol, parce qu'on savait ce qui nous attendait d'avoir fait la guerre civile. À cette époque, être espagnol était difficile. Les Espagnols venaient du corps franc, des camps de concentration du nord de l'Afrique, où étaient des déserteurs de la Légion. C'était une division de plus de 16 000 hommes, de diverses nationalités, parmi eux énormément d'Espagnols. Les Américains nous avaient donné tout le matériel dont on avait besoin, même les half-tracks qui nous transportaient. Ils avaient reçu les noms des principales batailles de la guerre civile. Guernica, Guadalajara, Ebro, Madrid. Le mien était le Teruel. Chaque On irait libérer l'Espagne. Malgrat el temps passat, jo canto per demà, mirant a la humanitat. Els diamants de l'estiu bordegen els camins que acariciarà la llibertat. Els diamants de l'estiu bordegen els camins que acariciarà la libertad. Quand la Nueve s'est constituée, je n'ai pas voulu être officier. Je ne voulais aucun commandement, parce que je n'ai jamais aimé commander. Entre nous, les compagnons de lutte, on s'arrangeait très bien. On avait l'expérience de notre guerre. On savait ce qu'il fallait faire. On se commandait nous-mêmes. On avait connu une guerre dure. On était une compagnie de choc. Les Allemands le savaient. Et la Nueve a été donnée au capitaine Drone. Il faut dire que nous, les Espagnols, étions considérés comme de très bons soldats, mais aussi comme des gens difficiles, indomptables. On disait de Drone qu'il avait un caractère capable de dompter quiconque, et c'est pour ça qu'on lui a donné le commandement. Ah, ça n'a pas été facile, hein.
Pour lui, parce qu'il a dû prendre beaucoup de risques pour gagner le respect des hommes. Les autres officiers de la Nueve étaient en majorité espagnols, comme Campos, Granel, Bamba, Reiter, Montoya et Moreno. De nombreux officiers avaient peur des Espagnols, parce qu'ils disaient qu'on n'obéissait pas. En vérité, on n'obéissait pas comme ça. Nous, on acceptait les ordres quand on respectait les supérieurs. Les officiers français disaient qu'on était des sauvages. C'est vrai que quand un officier ne nous plaisait pas, on lui rendait la vie impossible. On n'obéissait pas à ses ordres. Mais pourtant, Leclerc, le capitaine Dron, et surtout le colonel Puig ont gagné notre sympathie. C'était des gens qui nous comprenaient et qui assuraient qu'ils nous aideraient à lutter contre Franco. Quand le général Leclerc nous a annoncé qu'on allait embarquer pour combattre les Allemands, il y a eu une explosion de joie. Ouais! Tout le monde était content. On nous a emmenés jusqu'au port de Casablanca, où se trouvaient amarrés 7 ou 8 bateaux. On a tardé 3 jours à embarquer tout le matériel de la division. Les half-tracks et les tanks sont partis de Casablanca. L'infanterie sur d'autres bateaux est partie d'Alger. Moi, je suis parti depuis Oran. Le jour où on a pris la mer, il y avait une nuée de sauterelles sur toute la zone. Il y en avait tellement qu'elles se mettaient partout, même dans le bateau. On est arrivé en Angleterre avec beaucoup de ces sauterelles dans tous les recoins. On est embarqué à Mers el-Kébir, en Algérie, en mai 1944. Une grande partie de la division a filé vers Casablanca. On a embarqué le matériel sur plus de 30 bateaux. J'ai embarqué à Mers el-Kébir, le 20 mai 1944. Sur le côté gauche de nos blindés, on portait bien visible le drapeau républicain espagnol. Et sur le côté droit, le drapeau de la France libre. J'ai embarqué à Oran, sur le Franconia, un bateau immense que les Alliés avaient pris aux Italiens. Un bateau de tourisme, de croisière, avec des cabines, des salles de jeu, des hamacs tout neufs, un vrai luxe. On a débarqué à Swansea. Des Écossais nous ont reçus avec un groupe de musiciens portant leurs jupes typiques et jouant leur musique traditionnelle. Ils nous ont ensuite envoyés à Port Clinton. Là, on s'est préparé jusqu'à l'embarquement pour la France. À notre arrivée en Angleterre, les gens nous sont très bien reçus. Tout le monde nous traitait bien. Les Anglais sympathisaient avec les Espagnols. Et les Anglaises préféraient toujours danser avec nous. Les Anglais se comportaient très bien avec nous. Les jeunes Anglaises étaient aimables, mais elles gardaient leur distance. Je me rappelle qu'elles disaient « No baby ». En arrivant en Angleterre, la première chose qu'on ait faite, un ami et moi, c'est d'aller à la recherche de pain pour tout le monde. On a rencontré de jeunes femmes, l'une d'elles, fille de républicains espagnols. On a été très bien accueillis et très bien reçus. Au bout de quelques jours, les gens nous accueillaient chez eux. On a passé de bons moments. De plus, on avait des permissions et on allait danser. Tout ça avant la bataille. On nous a accueillis dans des maisons de particuliers. On nous soignait très bien. En nous apportant le linge lavé et repassé, on était impeccables. On passait agréablement notre temps libre. Les Anglaises et les Américaines avaient beaucoup de sympathie pour nous. Parce qu'on était jeunes, parce qu'on avait belle allure aussi. Et qu'on chantait et dansait bien. C'était l'époque de Amor, Amor et de Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
avec plusieurs membres de la Nueve, on avait réussi à former un orchestre. On chantait des tangos, des pasodobles et des rancheras. Et chaque nuit, dans le village, on avait là en bloc la Royal Air Force qui venait nous applaudir. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Durant notre temps libre, j'ai commencé à couper les cheveux de quelques-uns. Quand Putsch venait, on parlait de la guerre d'Espagne. Il me disait toujours qu'il fallait gagner la bataille de France pour aller ensuite libérer l'Espagne. Quand toute la division est enfin arrivée, on nous a réunis à Dalton Hall et remis un drapeau à tous les régiments. C'était un jour émouvant. On savait tous que l'heure du combat était proche. On était informés du débarquement des avions. C'était au-dessous de nous, nous passaient des nuées des avions. C'était impossible de les compter parce qu'il y avait des milliers. En les regardant, on se disait, ça y est! Mais on ne savait pas où ça se passerait, ni à quelle heure. Les Américains nous préparaient de manière très dure, nous faisant faire beaucoup de manœuvres, de débarquement à tir réel, comme si on débarquait vraiment. On s'était embarqué plusieurs fois, de nuit, avec le matériel au complet. Quand on a appris qu'on ne nous incluait pas dans le premier débarquement américain, beaucoup de soldats ont déserté pour s'engager chez les parachutistes anglais, parce qu'ils allaient plutôt au combat. Le général Leclerc est venu tout de suite pour nous regrouper. Notre division a débarqué en Normandie le 31 juillet. Quand l'heure de quitter l'Angleterre est arrivée, on a embarqué à Plymouth. Le matériel embarqué était quelque chose d'incroyable. Ensuite, on est resté quelque temps en haute mer, en attendant l'ordre du débarquement. L'infanterie était la première à débarquer, pour prendre possession du terrain. On attendait ça parce qu'on avait maintenant en main un puissant matériel. Et parce qu'on pensait que dès qu'on en aurait fini avec eux, on irait de nouveau faire la guerre en Espagne. Après avoir quitté Pocklington, on a mis 2 jours pour arriver au port d'où on devait s'embarquer. Sur la route, en traversant certains villages, les gens nous applaudissaient et nous acclamaient. Pour beaucoup d'entre nous, la libération de la France n'était qu'une étape. J'ai fait la bataille de l'Èbre. Et pendant 15 jours, l'artillerie de Franco tirait toute la journée et l'infanterie attaquait à 5 heures précises. On n'avait pas de matériel, on n'avait rien. Quand on s'est enfin vu avec le matériel américain, on a su qu'était venu le temps de l'égalité. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais pensé que je luttais pour la liberté de la France, mais que je luttais pour la liberté. Pour nous, cette lutte signifiait la continuation de la guerre civile. On a débarqué en août. Ça a été un grand moment d'émotion quand on a foulé la terre. On entendait au loin les canons. Quand du haut des dunes, face à la plage, j'ai contemplé le débarquement, le mouvement de bateaux et de voitures amphibies, ce trafic impressionnant, je me suis dit à moi-même, ah, cette guerre, on la gagne, c'est sûr. Et il y avait beaucoup d'émotions, parce que, pour nous, commencer à lutter là, c'était commencer à libérer l'Espagne. On était joyeux de débarquer. On allait à la guerre contre les nazis comme à une fête. On y allait en chantant, tout en sachant que ça allait coûter des vies et que ce serait dur. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses,
se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. La plupart des villages de la côte étaient détruits. Tout était détruit, même les cimetières. Les bombardements détruisent tout, c'est normal. Les guerres ne respectent ni les cimetières, ni les personnes. On nous a tout de suite jetés dans le bouillon. Les Espagnols étaient toujours envoyés devant. On a libéré les villages près d'Avranches. Mais le premier affrontement fort a été à Écouché. Alençon aussi a été très dur. Dans le bois d'Écouves, on a tenu lors d'un combat terrible contre une division entière de panzer allemands. La bataille a été rude. La Nueve y a joué un rôle important. C'est là que j'ai vu une chose terrible, terrible. Un de nos gars voulait sortir d'un tank en feu et il ne le pouvait pas. Il criait, le tank brûlait. On n'a rien pu faire pour lui. On affrontait les Allemands toujours en première ligne. On les affrontait dans toute la Normandie. À Alençon, à Écouché, jusqu'à Paris. Ensuite, Alsace, Berchtesgaden. C'était une guerre très dure. On a perdu beaucoup de compagnons, mais on ne nous a jamais fait reculer. Certains disaient que la Nueve était une compagnie sauvage, et ce n'est pas vrai. Contre les Allemands, on avait la haine de ce qu'ils nous avaient fait subir en Espagne. Et naturellement, on se battait avec les tripes. On a toujours été de la chair à canon. Un bataillon de choc. On était toujours en première ligne de feu, tâchant de ne pas reculer, de nous cramponner au maximum. C'était une question d'honneur. Quand on a débarqué, les Américains avaient très peu avancé. C'est nous qui les avons aidés à libérer Avranches, Vitré et Alençon. Et ensuite la forêt d'Écouves, qui était remplie d'Allemands. Ensuite, ça a été Couché. Là, on a affronté une des batailles les plus dures face à 2 divisions allemandes. Avec des chars Tigre et Panzer. Comme on était souvent en première ligne, presque 15 km devant la division, les Allemands nous ont encerclés. Toute la compagnie était enfermée. Pendant plusieurs jours, on a lutté comme on pouvait. À la grenade, au bazooka, à la mitrailleuse et au fusil. Jusqu'à ce que l'aviation alliée attaque les blindés allemands qui tiraient sans arrêt sur nous, jour et nuit. On a perdu beaucoup de compagnons. 15 tués et plus de 25 blessés, dont quelques-uns gravement. Mais les Allemands ont eu beaucoup plus de pertes. La vérité, c'est que les Allemands avaient peur de nous. Lors de la bataille des Couchés, le capitaine Drone a commis une erreur qui a coûté la vie à mon frère et m'a valu une blessure à la tête. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'y suis resté 24 heures, jusqu'à ce qu'un lieutenant m'annonce la mort de mon frère. Immédiatement, je suis sorti de l'hôpital, disposé à tuer Drone. Ce sont mes compagnons qui m'en ont empêché. En revanche, après la guerre, je ne sais pas comment ça s'est fait. On est devenus amis, et l'amitié a duré jusqu'à la mort. Le général Leclerc nous avait envoyés à la porte de la cathédrale d'Alençon. On s'est installé quand un jeune curé arrivait, très excité, qui criait que les Allemands mettaient le feu à son église et qui nous demandait de l'aide. Un officier a dit, allez, on va l'aider. L'église était en feu. Et le curé nous a dit que les Allemands s'étaient réfugiés dans un château voisin. On est allé les chercher. La bataille était très courte. Ils se sont tous rendus. Ensuite, c'était un peu difficile avec les curés. Parce qu'il voulait les tuer tous pour avoir brûlé son église. Il a fallu lui enlever la mitraillette qu'il avait prise. Un officier lui a dit, monsieur le curé, ce n'est pas votre travail. Ces hommes sont notre prisonniers et on les amène avec nous. Les affrontements étaient terribles. Un jour que j'étais avec mon meilleur ami près d'un frac, un obus lui a coupé la tête. Elle a sauté en l'air et m'est retombée sur la tête, sur la poitrine.
Quand le général Leclerc a obtenu l'ordre d'avancer vers Paris, on est sorti immédiatement. On a parcouru les 270 km avec le matériel lourd en 2 jours à peine. On a rencontré des forces allemandes qu'on a détruites facilement. Mais en arrivant à Antony, aux abords de Paris, elles nous empêchaient d'avancer. On s'est occupé de leurs mortiers, on a tiré une vingtaine de buts et on est passé. Nous, on avait besoin... Se suffisait à nous-mêmes. On faisait des réunions entre nous sur la façon dont il fallait attaquer. Ensuite, on sortait par petits groupes de 2 ou 3 avec des mitraillettes et des grenades. On attaquait les positions allemandes et on revenait avec des prisonniers. C'était très dangereux, mais ça réussissait presque toujours. Arrivé à Paris, les Américains voulaient qu'on s'arrête aux alentours et ils l'ont ordonné à Drone. Quand Leclerc est arrivé, il a dit à celui-ci qu'il n'avait pas à obéir à des ordres stupides et qu'il devait entrer rapidement dans la capitale, avec lui. Drone a pris tous les Espagnols et quelques Français, et avec une section de Half-Tract et une autre de tank, on est arrivé à l'hôtel de ville même. Ah, ça a été très simple. Comme une fête, les gens nous acclamaient, tout le monde du chemin courait à nos côtés, pleurait, applaudissait, saluait et chantait. À la Bastille, on voit passer les Espagnols, debout sur les auto-chenilles. On voit passer, qui ça? Les Espagnols. Où ça? À la Bastille. Quand le soleil brille au cœur du mois d'août, le génie de la Bastille nous fait ses yeux doux. Tout Paris se promène au bout de l'arsenal, la nuée s'amène pour ouvrir le bal. À la Bastille, on voit passer les Espagnols, debout sur les autres chenilles. On voit passer, qui ça? Les Espagnols. Où ça? À la Bastille. L'enthousiasme était incroyable. Il paraît que partout on chantait la Marseillaise. Mais nous, avec le bruit des véhicules, on n'entendait rien. Peu après l'arrivée à l'hôtel de ville, les cloches ont commencé à sonner. Entrer dans la capitale française a été pour nous une grande joie. Je suis arrivé jusqu'à l'hôtel de ville de Paris sur le Santander. Tout Daniel qui ici. Oui, mais là. Quand on est arrivé à Paris, le 24 août, j'étais sur le Guadalajara, la première voiture blindée à rejoindre l'hôtel de ville. Il y avait 3 Half-Tract espagnols ensemble sur ce moment-là. On a atteint rapidement l'hôtel de ville et on s'est installé autour, face au quai de la Seine et à tous les endroits stratégiques. Tout de suite, les gars de la résistance sont venus avec nous. Ils montaient dans les voitures et nous dirigeaient là où se trouvaient les Allemands. Le jour suivant, tôt, on a nettoyé toute la zone, libéré la rue des Archives et ensuite on s'est dirigé vers la place de la République. Après des affrontements durs, on est reparti avec plus de 300 prisonniers. Les choses se sont gâtées quand les Allemands sont sortis. Ils avaient placé de la dynamite dans divers endroits de Paris. Ils ont commencé à attaquer vers les Invalides. Il y a eu des affrontements très durs pendant toute la matinée et beaucoup de tués. Jusqu'à ce que le général von Scholtitz signe la reddition. Après ça, on s'est reposé dans le bois de Boulogne. Je suis entré dans Paris avec le général Leclerc. Avec ma section, je suis allé jusqu'à la place des Invalides et ensuite, après quelques affrontements, à l'école militaire, où on s'est installé quand les Allemands ont sorti le drapeau blanc. Là, on a dû être très ferme, parce que beaucoup de civils qui les insultaient voulaient aussi leur prendre leurs bottes et les vêtements. On ne les a pas laissés faire, ça ne nous plaisait pas, ça n'était pas digne. Après toute la misère qu'on avait subie pour arriver jusque-là, et une fois que tous ces gens étaient libres, ils n'avaient pas à prendre les bottes des prisonniers.
Nous, sur le front, oui. On leur enlevait montre, bague, stylo à plumes et des choses comme ça, avant de les refiler aux Américains, qui étaient très contents et nous donnaient beaucoup de choses en échange, parce qu'ils pouvaient dire comme ça qu'ils avaient fait eux-mêmes des prisonniers. Quand on est arrivé, les gens venaient nous demander si on était français. Et quand on leur disait qu'on était espagnol, ils ne le croyaient pas. Un gendarme est venu me demander « Monsieur, vous êtes espagnol ?» Je lui ai répondu « Oui, et vous ?»« Je suis gendarme. » Gendarme? Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais jamais entendu parler. Oui, gendarme. Cette nuit-là, ça a été une grande fête. Au bout d'un moment, la place était pleine de gens. Ils arrivaient de partout. Et l'enthousiasme était incroyable. Je crois qu'il y avait des milliers de personnes. Elles n'arrêtaient pas de nous embrasser. Moi, j'étais euphorique. J'étais ivre sans avoir bu. Quelque chose d'inoubliable. Mais le pire souvenir de Paris, dans ces moments-là, ça a été de voir des femmes qu'on poussait dans la rue, qui avaient été rasées, qu'on bousculait en leur arrachant les vêtements, la poitrine à l'air. Il y avait des femmes jeunes, mais aussi des femmes de 40 ou 50 ans. Et là, c'était triste à voir. On s'est souvent bagarré à cause de ça. On a crié beaucoup, il a fallu être très ferme. Ces choses-là ne nous plaisaient pas. Ça nous paraissait une lâcheté. Pendant le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées, la Nueve escortait le général de Gaulle. On nous avait mis là parce que je crois qu'ils avaient plus confiance en nous, comme troupe de choc, qu'en d'autres. Tout le monde se battait, il faut le dire. Mais il est vrai que pour les expéditions difficiles, on envoyait presque toujours la Nueve. C'était une compagnie à part. C'était une compagnie dans laquelle, en dehors de savoir se battre, on jouait de la guitare, on chantait du flamenco et on chantait les chansons de la guerre civile. Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esta justicia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses, esas egoístas que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Il fallait voir comme ces gens criaient et applaudissaient. Au début du défilé, on a vu une grande banderole républicaine espagnole, longue de 20 ou 30 mètres, portée par un important groupe de réfugiés espagnols républicains qui n'arrêtaient pas de nous acclamer. Peu après, quelqu'un leur a fait retirer cette banderole. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Federica Montseny de la CNT et de parler longtemps avec elle. On était tous convaincus d'aller bientôt libérer l'Espagne. Depuis qu'on était sorti d'Angleterre, on n'avait pas dormi une seule fois dans un lit ou un endroit similaire. On dormait n'importe où, une heure par-ci, une heure par-là, assis dans un temple, sur le sol, contre un arbre. On était tous pareils, mais les plus anciens étaient plus fatigués. La guerre est faite pour les hommes de 20 ans. Même ceux qui en avaient 30 ne la supportaient pas de la même façon. Moi-même, je dormais debout, de temps en temps, appuyé sur mon fusil. Aujourd'hui, j'ai peine à comprendre comment on pouvait résister. Après le défilé de la victoire, on nous a mis au repos, dans le bois de Boulogne, sous des petites tentes de campagne américaines. Des dizaines et des dizaines de personnes venaient nous voir.
Beaucoup de filles venaient aussi. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens venaient nous voir, surtout beaucoup de filles. Elles nous considéraient toutes comme des héros. Presque tout le monde nous apportait des cadeaux, une bouteille, des fruits, des gâteaux et des choses comme ça. Beaucoup de réfugiés espagnols venaient aussi. C'était des jours inoubliables. Après avoir libéré Paris, on pensait partir libérer l'Espagne. À un moment donné, on s'est réunis et on a commencé à préparer du matériel, à s'organiser. Tout était prêt pour y aller. Quelques jours plus tard, on se remettait en marche. La lutte a été très dure. En Alsace, on se battait par 20 degrés, en dessous de zéro. Lors d'une attaque allemande, où arrivaient des tanks immenses, les Américains et les Anglais ont reculé. Et nous, on a tenu plus de 15 jours contre 4 divisions allemandes. En arrivant à Munich, quelqu'un nous a averti qu'il y avait dans une grotte beaucoup d'Espagnols. On a découvert que c'était des Espagnols de la division Azul qui s'étaient cachés là. Ils étaient une trentaine. Ils nous ont dit qu'ils s'étaient engagés comme volontaires avec Franco. On est arrivé... Il n'est pas resté un seul. On est arrivé jusqu'à Dachau. Ce qu'on a découvert là-bas était horrible. On a continué jusqu'à Berchtesgaden. On est allé jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. On a dû affronter de nombreux membres des jeunesses hitlériennes qui luttaient jusqu'à la mort. Il a fallu les tuer tous, parce qu'aucun ne voulait se rendre. On a pu planter le drapeau français. C'est là qu'on a fini la guerre. 2 semaines après, on était de retour à Paris. Et on était convaincus que le moment était arrivé de libérer l'Espagne et que la France et les Alliés allaient nous aider. Ça ne s'est pas passé ainsi. Des Français par milliers, des côtes à l'île de France, ont croisé du regard ces étranges amis. Il faudra bien un jour crier dans le silence qu'un nuage espagnol a libéré Paris. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit des catacombes, un drapeau noir, un peu carmin, une espérance vagabonde, avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, quand